L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Comme on le dit à Dijon, ça pique mais c'est doux. Alors donc, je suis très heureuse d'être là ce soir. Il y a longtemps que je suis à la SINAE, son groupe sur le net, et j'ai eu le bonheur de changer plusieurs fois avec lui. Et hier, nous avons, je dirais, dévirtualisé notre rencontre, notre fraternité. J'aimerais d'abord commencer par... Elle a fait une très belle intervention sur la Casamance. Et j'aimerais lui dire que j'ai été en Casamance. Je suis allée à Ziguinchor, je suis allée jusqu'à Cap Skirring. Et j'en garde un souvenir merveilleux. Alors, l'écouter tout à l'heure, je suis replongée carrément dans ma visite en Casamance. Et je lui dis merci. Il l'a dit, je suis Mawais Bakaeko et j'aimerais bien dire, comme je suis du Mandé, et chez moi on dit Nantala Messé. Quand on s'en va, on va arriver. Il me demande de venir parler d'entrepreneuriat. Mais quand on dira une écrivaine et entrepreneuriat en Afrique, c'est quelque chose de pas très concret. On ne s'imagine pas livre et entrepreneuriat, d'où ça sort, tout ça. Mais la vie, parfois, nous ouvre des portes dont on ignore l'existence. Moi, j'ai accompagné mon mari dans ses fonctions à l'étranger. Je suis à la base littéraire, mais j'ai eu un bac scientifique et ça, je vous signale en même temps. J'ai eu un bac T et je me suis retrouvée en lettres modernes. Parce que je voulais vraiment faire ce que je voulais à la fin. C'est vrai que je fais les lettres, les sciences, mais je me dis, je vais faire ce que je ressens. Et donc, je fais les lettres modernes et puis je me mets à enseigner. Et puis, mon mari est affecté à l'étranger. Alors, donc, je l'accompagne, je lâche tout. Je lâche complètement tout. Je suis enseignante, mais je suis également très active dans les ONG. Et puis, je l'accompagne. En partant, je portais la grossesse de ma fille. J'arrive dans un pays, le premier pays où on est affecté, c'est en Arabie Saoudite. Se retrouve à Riyad. Imaginez cet enfermement pour une femme aussi active que moi. Et j'adore la lecture. Très tôt, mon père nous a mis le pied à l'étrier. On avait des livres autour de nous. J'adore la lecture, mais j'ai un autre facteur, j'aime écrire. Et je réfléchis. Il y a un déclic, il y a un fait divers vraiment assez violent qui arrive en Arabie Saoudite. Je suis là, comme je l'ai dit, je portais ma grossesse. J'arrive dans un pays complètement fermé. Mais avant, quelques jours avant, je rencontre dans un souk une amie que j'avais connue à Abidjan, qui est arrivée là-bas en tant qu'immigrée clandestine. Elle se propose, elle me dit, quand tu vas accoucher, je viendrai t'aider à porter le bain à ton enfant. Mais c'était du bonheur pour moi. Chaque matin, je dirais une personne connue qui ouvre ma porte et qui vient porter le bain. Et puis un jour, il n'arrive pas. Je m'en inquiète, je l'appelle. C'est ainsi qu'elle me dit que mais il y a un drame qui est en train de se jouer actuellement à Manfoua. Manfoua, c'est le quartier des immigrés. Voilà une de nos compatriotes qui sortait de la maison et décide d'aller faire un achat de l'autre côté de la route. En pleine chaussée, elle est prise de malaise, elle décède sur le bitume chaud. Et elle est couchée là, le corps est couché, on appelle toute la Hamada, ils arrivent et puis on jette sur elle un drap blanc. Mais les autorités qui sont là sont à la recherche de quelqu'un qu'on appelle le kafil. En Arabie Saoudite, le kafil, c'est le représentant légal de toute femme. Dès que tu nais, ton premier kafil, c'est ton père. S'il n'est pas là, c'est un oncle, c'est un frère, c'est toujours une présence masculine qui est là, qui porte le cachet de kafil. Et elle, son kafil naturel, c'est celui qui la fait venir. Mais il se trouve que le kafil naturel en lui-même n'a pas de papier. Et donc on l'appelle, il arrive au pas de charge, là, il arrive à pas de charge, il est là, il ne peut pas s'approcher. Il est conscient que s'il s'approche, la première des choses à faire, c'est de le jeter à Tahrir, la prison intermédiaire, avant de lui trouver un avion pour le ramener sur Abidjan. Et donc il est dans la foule, il a fallu un immigré en situation régulière qui s'est avancé pour dire, moi, c'est mon épouse. Alors cette femme a été enterrée
sans identité, avec le nom de ce kafir qu'elle n'avait pas connu de son vivant. Et voilà l'idée de mon livre Tungan. Tungan qui veut dire d'ailleurs, qui veut dire l'étranger en Malaisie. Je commence donc à gribouiller. Je commence à gribouiller, mais je n'écris toujours pas. Parce que là, je me cherche, je suis en quête de recherche. J'accompagne mon époux, j'ai tout mis sous le témoin simplement pour l'accompagner. Alors, après Riyad, on ouvre et affecte, on se retrouve cette fois-ci au Caire. Et c'est la même situation de ces immigrés-là que je retrouve là-bas. Je continue à gribouiller, j'arrive après le Caire, on nous affecte à New York. Et là, maintenant, je franchis le pas. Parce que là, c'est un peu ça le frein parfois. On n'est pas souvent sûr de soi. On est hésitant, on se dit non, est-ce que ça va prendre, c'est que ça ne va pas prendre. Mais finalement, je rencontre un éditeur qui se trouve au Canada qui me dit, mais figurez-vous que mon premier livre, ça ne sera pas Tungan. Ça sera sur la rébellion que la Côte d'Ivoire a connue et que j'ai nommé la rébellion des Antilles. C'était une affaire qui me hantait. Je tiens à le dire parce qu'il faut qu'on en parle. C'est des facteurs qui plombent certes le pays, mais surtout l'entrepreneuriat. Quand on se retrouve dans une zone où tout est mis sous le ténoir, où du jour au lendemain, votre poulailler est ramassé par des gens et vous n'avez plus la possibilité de continuer, mais vous êtes obligé de recommencer à zéro. Et donc quand je parle de la rébellion des Antilles, c'est une œuvre absolument imaginaire. Mais évidemment, le contexte sociologique était là. C'était cette rébellion qui avait balafré que nous avions connue. Un chef rebelle qui est arrivé dans une rébellion dont il ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Mais quand il arrive, le tout-puissant chef d'Antigui, il t'installe sa loi. Et il est très complet. Il ne sait ni lire de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. Et il est malin dans le mal. Il te crée des impôts iniques. Tout le monde passait à la caisse, même les morts. Parce que tout simplement, il avait une Kalachnikov, le grand mal de l'Afrique. Il avait tout simplement une Kalachnikov et c'était suffisant pour détruire des vies. Alors donc j'ai créé la rébellion des Antilles et comme je l'ai dit, quand on écrit, quand on fait quelque chose, c'est pour avoir des profits. Mais mon éditeur se permet de ne jamais me verser de droits d'auteur pour un livre qui a été édité à compte d'auteur. Et là, la galère commence. La galère commence parce que on me dit, il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup, mais nous, on travaille beaucoup pour ne rien avoir. Et je me retrouve je me dis, bon, je me fâche, je le lâche, mon éditeur, je vais voir ailleurs. Et je commence à écrire ces livres, et je sors un livre que j'ai appelé Sous le jour d'un Dangadé. Le Dangadé qui veut dire l'enfant maudit en malinqué. Alors là, c'est la faillite éducationnelle d'une maman qui ne sait pas dire non à son enfant. Je sors ce livre, et je suis convaincue que le livre a fait titre quelque part. Parce que quand je viens à Dijon, je vais à chaque fois faire des dédicaces et ça sort. Et figurez-vous que ce deuxième éditeur aussi, il ne me donne même pas 5 francs. Mais pauvre 10%. Il trouve peut-être ça trop, mais il ne me donne pas et donc il ne me verse pas de droit d'auteur. Mais je dis, il y a un souci. Je finis donc avec toute cette tournée avec mon mari là, à travers les pays, et puis on revient. Et puis je m'assois, je dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas me mettre à écrire autant et puis je ne vis pas de ce que je produis. Et j'ai une amie qui me dit, mais pourquoi tu ne tenterais pas l'édition? J'ai dit, mais moi je sais écrire, mais vendre. C'est vrai que je vendais avec maman. Elle dit, mais si tu es vendeuse avec ta mère, tu peux vendre tes livres. Alors crée ta maison d'édition et puis tu verras ce que ça va te donner. Et je crée ma maison d'édition. Je crée ma maison d'édition et je sors un premier livre. Normalement, dans le contrat d'édition que j'avais fait avec mon auteur, avec mon éditeur, il était question que je vende 500 exemplaires avant qu'il ne me verse quelque chose. Et je lui ai posé la question, mais si vous ne me versez pas quelque chose, ça suppose que je n'ai jamais vendu 500 exemplaires. C'est pour cela que vous ne me versez rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Remettez-moi mon manuscrit au moins que je puisse moi-même faire ce que j'en veux, puisque je n'arrive même pas à en vendre. Il tergiverse, il ne veut pas, il est là. Et je sors mon premier livre dans cette maison d'édition-là. Et quand je sors le premier livre dans cette maison d'édition, parce que j'avais déjà signalé ma présence dans le paysage, avec toutes mes dédicaces que je faisais pratiquement tous les week-ends, j'étais assise quelque part dans une librairie. Alors quand je sors ce premier livre à mon compte dans cette maison d'édition, en 6 mois, je vends 3000 exemplaires. En
si moi je vends 3000 exemplaires dans un contexte où on dit les gens ne lisent pas, oh, les gens ne lisent pas. Mais en 6 mois, moi je vends les 3000 exemplaires. Là, je suis révoltée. Là. Je vais m'asseoir devant lui, je dis, mon frère, pardon, redonne-moi mon manuscrit. Comme depuis tu ne vends pas les 500 exemplaires. Je lui retire mon manuscrit. Et celui-là, je le fais en 5000 exemplaires que je vends en moins de 6 mois. Il a gardé mon livre pendant près de 7 ans. L'entrepreneuriat, c'est dire quoi? C'est dire qu'on y va parfois qu'on te pousse dans le dos. Et moi, ça a été le cas. Je ne l'ai pas senti au départ. Pour moi, simplement, j'écris et puis il y a quelqu'un qui fait le job de vendre. Moi, j'étais obligée de me mettre au pas. Je le dis, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de larmes, c'est beaucoup de transpiration, mais c'est également des choix. Ces choix qui te... Quand on dit choix, tu t'amputes de quelque chose. Je suis certes, je suis écrivaine, aujourd'hui je suis éditrice, mais je suis mère. Et donc je ne peux pas lâcher mes enfants. Je trouve qu'ils sont encore trop jeunes. Je fais l'impasse sur certains aspects, parce que je tiens à jouer encore ce rôle de maman. Je tiens à jouer ce rôle de femme, de mère, d'épouse. Et quand je regarde tout ce paysage, je me dis, c'est possible quand même de le faire. Aujourd'hui, j'emploie 2 personnes en permanence. J'ai d'autres que je prends, quand j'ai des grandes dédicaces, il y a d'autres que je prends, je dirais en freelance, ils viennent souvent. Mais je me dis, forcément, l'avenir, c'est ça. On n'a pas le choix. Parce que dans les bureaux, il n'y a même plus assez de place. C'est à nous de créer l'espace pour nous. Et aujourd'hui, en tant qu'écrivaine, je suis écrivaine, je suis éditrice, mais je suis blogueuse. L'entretien d'un blog, c'est vrai que souvent il y a les community managers que les gens utilisent, mais moi personnellement, j'anime mon blog. Et depuis 10 ans, ça me fait 10 ans d'écriture, je 10 œuvres à mon actif. Depuis 10 ans, tous les matins, j'écris sur mon blog. Parfois on est fatigué. Et tous les matins, je le fais. On est fatigué, mais cela participe de la promotion de mes livres. Parce que des gens aujourd'hui viennent sur mes pages et ils découvrent qu'il y a autre chose à découvrir en plus de mes petits posts que je fais dans mes livres. Après, aujourd'hui, je suis à Paris. Mais dans le cadre de la promotion de mon livre, le billet d'avion que j'ai payé, c'est pour venir faire la promotion de mon livre. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Comme on le dit à Dijon, ça pique mais c'est doux. Je vous remercie. Ça pique mais c'est doux. Donc comme ça pique et c'est doux, en même temps, on va permettre